quand je revois un peu l'image du président Talon, je ris. Ah oui. Je ris et puis je ris avec peine. Il y a quoi de drôle là-dedans? C'est plus que drôle. Regardez, voilà quelqu'un qui a la présidence le 25 février 2019, dit à la classe politique, les représentants de l'opposition, mais si moi, j'ai envie d'aller aux élections, ce soir même, je vais convoquer un congrès la nuit, faire le congrès la nuit et apporter le résultat le lendemain. Nous étions le 25 février à 19h, 20h devant lui à la présidence. Et il recommande qu'on aille tenir des congrès la nuit et lui a amené le papier. Il rusait. Il rusait, il rusait. Et puis, à partir de cet instant, j'ai vu que ce n'est pas la peine. Le grief, c'est très simple. Je l'ai dit, je l'ai redit et je le dirai toujours. Vous savez, nous sommes obligés de dire la même chose sous plusieurs coutures, j'ai l'habitude de le dire. Le grief porte sur quoi? Sur un des nôtres, en l'occurrence, M. Patrice Talon, qui, au détour d'un discours de campagne, d'un engagement de campagne en 2016, a dit Ubi et Obi, moi, je suis venu pour promouvoir la démocratie. Il va jusqu'à dire, tel que j'ai analysé, mon diagnostic dit que le pouvoir exécutif est surpuissant. Je viens pour équilibrer les pouvoirs, pour promouvoir la démocratie. Mais ce discours, une fois que Talon est venu au pouvoir, il prend le contre-pied exact de tout ce qu'il avait dit publiquement. Ça, on ne peut pas l'accepter. Le point de départ du grief est là. Personne ne doit l'accepter. La politique n'est pas un jeu de hors-la-loi, des gens immoraux. La parole continuera toujours d'être sacrée en politique. Donc, le grief est là. Et il faut reprendre, il faut relire les choses. Dès qu'il est venu en même temps, il remet en cause sa parole. Parce que du point de vue économique, il fait de l'imposture morale d'abord. Oui, de l'imposture morale, ça va vous paraître un peu compliqué ce thème, mais il s'agit de quelqu'un qui est moral, mais qui pose des actes totalement contraires à son engagement moral. Parce que l'homme est la moralité. L'humain commence avec la morale. Alors, il dit ceci pendant les campagnes. Moi, je vais renoncer aux gains issus du verdict de la CCJA dans le cas des affaires ténébreuses que vous connaissez. Il a dit non seulement il renonce à prendre les amendes, mais il renoncera aussi à ses affaires. Mais dans le premier mois, il n'a pas renoncé. Vous savez ce qui s'est passé dans le premier mois? Le premier conseil des ministres. Et secondo, il fait un faux glissement où il devient en même temps juge et partie dans le domaine des affaires de l'État. Et ça, c'est très délicat et très subtil pour comprendre. Lorsque, vous vous souvenez, il transfère ses affaires à ses proches, aux membres de sa famille, et il a dit au cours d'une discussion qu'il voit avec eux. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il n'est pas resté là. Il fait encore de l'imposture sur les droits et les libertés. Regardez ce qui s'est passé avec les étudiants, la suspension des associations de la liberté estudiantine. À l'université, il n'y a pas d'université sans liberté. Parce qu'il n'y a pas de savoir, l'éclosion du savoir et de la raison sans la liberté. Mais voilà, vous vous souvenez de ce qu'il a fait. Et puis, voilà, il continue d'escalade en escalade, jusqu'à ce que les décisions de la Cour même constitutionnelle il se met au-dessus des décisions. On en était là et puis on voit que, mais c'est quoi? Il donne, dès les premiers mois, il donne les clientants et le comble, c'est la révision de la Constitution. C'est-à-dire, il s'engage dans une personnalisation éclair de la Constitution. Voilà un peu les griefs. Là, vous étiez encore au gouvernement, M. Azanaï Kandé. Bien sûr. Et vous savez pourquoi j'ai démissionné? C'est les raisons.
Les gens auront du mal. Beaucoup ne sont pas habitués à regarder le soleil à l'œil nu. Et puis c'est normal. Même les grands scientifiques prennent des lunettes noires. Alors, si vous êtes obligé de prendre du noir pour regarder la lumière, vous comprenez qu'il y a un problème. Il faut arriver à un niveau où vous soyez capable de regarder la lumière sans le noir, sans les prises du noir. Et c'est ça qui fait le problème. J'ai démissionné le 27 mars, mais la première tentative de la révision de la Constitution a été engagée à l'Assemblée nationale le 4 avril et ça a échoué. Donc, ça venait, ça se préparait. Donc, vous voyez, le grief, les prémices des griefs étaient là. Mais là où tout est devenu un scandale pur, c'est le certificat de conformité, c'est l'exclusion, c'est les tueries. Et ça devient inacceptable, inadmissible. Et il y a un enchaînement de faits. Avant qu'on en arrive à là, il y a un système sous le couvert des réformes. On démantèle toutes les lois consensuelles, toutes les lois qui promeuvent la liberté, les droits de l'homme, la dignité, l'état de droit. On les détricote complètement et progressivement on passe de l'état de droit à l'état de loi par une inflation législative. Or, tous les spécialistes vont vous dire, l'état de loi peut être ou est souvent éthiquement illégitime, pour employer une expression de Hannah Arendt. Et c'est inadmissible. Et je trouve des gens qui disent, mais c'est la loi. Non. La loi est enfermée dans du normatif, dans du moral, dans du sociologique, et dans l'utilitaire, et dans le renforcement des valeurs et des principes compatibles avec les droits fondamentaux et les droits universels. Vous insinuez par là, M. Azanaï, qu'il y a eu de ces lois qui ne sont que des lois taillées sur mesure. Ce n'est pas taillé sur mesure. Nous ne sommes pas encore ici dans du taillé sur mesure. Nous sommes dans du déni de l'état de droit. Okay. Nous sommes dans de la perversion. Et c'est ce que j'ai dit en disant que c'est ceux-là qui sont au pouvoir sont atteints d'une maladie du pouvoir qu'on appelle l'hubris. L'hubris, c'est les Grecs. Les Grecs, c'est la démesure, l'absence de censure, la voracité. On se croit sans limite. Et c'est une pathologie du pouvoir. Une sorte de boulimie du pouvoir. C'est extrêmement grave. Donc le grief est là. Le grief n'est pas... Moi, je n'ai pas de problème de personne, non. Le grief n'est pas là. Et je ne suis pas entré en politique non plus. Pour les avantages, les prébendes, les ci, les ça. Je suis entré très jeune pour les valeurs et les principes. Et j'ai consacré toute ma vie aux valeurs et aux principes. Ce ne sont pas les avantages, les strapontins de poste de ministre, non, non, non. On ne peut pas me donner ça. Et puis j'ai une responsabilité aussi. Quand je suis à la table autour de la table du Conseil des ministres et de la table du comité interministériel, j'ai l'habitude de dire aux gens, dans des situations critiques, ce n'est pas ce qu'on a dit au peuple. Ah oui? Ah oui. Ce n'est pas ce qu'on a dit au peuple. Et si on n'a pas dit ça au peuple, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Donc, le problème, il faut que le peuple entier, tout le monde comprenne le problème que nous avons au Bénin. C'est ça. Nous n'avons pas d'autre problème. Nous avons quelqu'un qui est devenu un imposteur attitré. Et face à cette imposture, qui devient même pathologique, il n'y a qu'une seule solution, en découdre avec l'imposteur. Nous devons en découdre avec l'imposteur, mais pas avec les armes de l'imposteur. Ah oui. Pas du tout. Nous devons en découdre avec l'imposteur en allant puiser les armes dans la Constitution. C'est dans la Constitution que nous allons puiser les armes pour faire face à l'imposture. Pas ailleurs. Et nous pouvons utiliser les formats qui existent, mais le format que moi je propose, c'est le format de la non-violence. Essentiellement tourné sur la puissance du discours, le maniement, le recours au principe et la puissance du discours. Et ça là va se faire, et le grief que nous avons, c'est le grief, pour rester dans le cadre de la question que vous avez posée. C'est clair, à ce grief
à ce bouquet de griefs, il y a des faits, incidents qui sont venus. Oui. Par exemple, lorsqu'on a tué, il faut une justice, il faut une réparation, il faut une réhabilitation de la mémoire des victimes innocentes. On ne peut pas passer par perte et profit des gens qui sont tués dans ces conditions, qui ont perdu la vie dans ces conditions, qui sont des victimes. On ne peut pas également passer par perte au profit des assassins, les tueurs, les commanditaires. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc, si nous résumons le grief, je viens de décrire, c'est la mise à sac de la démocratie, c'est le bradage et la profanation de l'héritage de la conférence nationale, mais le grief, c'est aussi les tueries, la nécessité de rendre justice aux morts et aux victimes, et aussi la nécessité de punir, d'identifier et de punir, puisqu'ils sont identifiables, ceux qui ont tué. Voilà un peu. Je ne sais pas si je suis dans votre question. Oui, je vous comprends. Mais cependant, je suis tenté de m'interroger, monsieur le candidat Azanaï, pour me demander, mais tout ce que vous fustigez ou reprochez au régime Talon, suffit-il pour expliquer cette inquiétante léthargie de l'opposition politique? Cette situation ne révèle-t-elle pas plutôt les limites ou l'absence d'organisation d'une classe politique prise de court? Parce que là, depuis votre départ du gouvernement, vous êtes rangé dans l'opposition. Et après, on vous a retrouvé dans la résistance. Mais, depuis l'opposition ou la résistance reproche énormément de choses au régime en place. Mais cela ne traduit-il pas une sorte de faiblesse ou de manque de stratégie de l'opposition? Non, écoutez, vous savez, lorsque nous sommes des acteurs politiques, nous ne venons pas, nous ne sommes pas, ce n'est pas les mêmes expériences, ce n'est pas les mêmes parcours, donc ce n'est pas les mêmes lectures de la même chose. Vous savez, vous pouvez avoir la même chose et un expert va lire ça d'une autre manière, comme un profane va lire ça d'une autre manière. Pour moi, et pour tous les spécialistes et pour tous les hommes sérieux, lorsque nous parlons de démocratie, nous pouvons être opposants si nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont un gouvernement, un pouvoir s'exerce dans un régime démocratique. Parce que d'abord, il faut déjà faire la différence entre régime et pouvoir. Le régime béninois est un régime de démocratie. Donc l'exercice du pouvoir doit se faire de manière compatible avec les prérequis, les référentiels de la démocratie tels que conçus par la conférence nationale et tracés, fixés dans le marbre de la Constitution. Alors, aussi longtemps que nous serons en démocratie, nous pouvons nous opposer, utiliser les armes de l'opposition. Alors, nous proposons des idées, nous proposons des schémas, nous allons vers les populations, et puis c'est classique, nous pouvons discuter, trouver des aménagements, et la population tranche, soit par elle-même directement, sous forme du peuple, ou par les représentants de ces populations qui sont aussi les représentants du peuple au sein d'un parlement, mais qui soit représentatif. Là, nous sommes dans un système de démocratie. Et puis, il y a aussi, quand on parle de démocratie, on parle de la confiance en la justice et aux lois et aux législateurs. Si ça, c'est comme ça, nous pouvons continuer de parler de l'opposition. Mais à partir du moment où nous faisons le constat factuel, évident, que personne ne peut nier, que, il y a exclusion, nous devons commencer par nous inquiéter. Et c'est le 1er février, et le responsable, c'est Diogbenou. Diogbenou ne peut pas se soustraire à cela, à ce qui arrive. Diogbenou, c'est le président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Joseph Diogbenou, je le dis, il ne peut pas se soustraire aux dégâts que nous avons aujourd'hui. Parce que le concept de l'exclusion est incompatible avec la Constitution et incompatible avec les droits fondamentaux et les valeurs démocratiques. Mais quelle est cette corrélation que vous faites entre Diogbenou et... Le certificat de conformité a été décrété, a été inventé, imposé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas une cour sans limite, ce n'est pas une cour de diablotin, ce n'est pas une cour de magiciens qui, en regardant dans leur chapeau, vont sortir telle chose pour aider X ou Y. C'est faux. Il n'a pas le droit, notre cour n'a pas le droit
de prendre des actes qui excluent. Référencier, je me réfère au préambule de notre Constitution pour le dire, puisque la Constitution refuse l'exclusion. Si notre Constitution refuse l'exclusion, la Cour constitutionnelle ne peut pas exclure. Si notre Constitution avait fait le silence sur l'exclusion, la Cour constitutionnelle peut recourir à l'exclusion. Or, il est écrit dedans qu'on ne peut pas exclure dans notre Constitution. D'où le faussaire numéro 1, c'est la Cour. Et cette Cour, présidée par Diogbenou, nous devons interroger, ils doivent répondre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que le certificat de conformité est un coup de force. La preuve, je l'ai dit plusieurs fois, le mal ici, c'est quand on prend la peine d'expliquer, les gens ne veulent pas écouter. Il faut que les gens, à partir de maintenant, commencent par écouter. La répétition est pédagogique, dit-on. C'est pédagogique, je suis enseignant, mais il faut que l'élève ne soit pas... Écoutez-moi, ce n'est pas le lieu d'employer des mots donnés, mais il faut que l'élève écoute. Il faut que les gens aient des cailloux dans les oreilles, comme on le dit. Donc, il y a ça, mais il y a plus grave. Il y a l'instrumentalisation, la réunion des présidents des institutions, on appelle conférence des présidents des institutions, qui valide l'exclusion. Il faut le communiquer, lui, par... Souvenez-vous du communiqué, lui, par Joseph Nyolonfou. C'est gravissime. On ne peut pas le faire. C'est des choses tangibles qu'on peut toucher, que nous sommes en train d'évoquer. Et puis, regardez un peu. Quand je revois un peu l'image du président Talon, je ris. Ah oui. Je ris et puis je ris avec peine. Il y a quoi de drôle là-dedans? Mais c'est plus que drôle. Regardez, voilà quelqu'un qui a la présidence le 25 février 2019, dit à la classe politique, les représentants de l'opposition, mais si moi, j'ai envie d'aller aux élections, ce soir même je vais convoquer un congrès la nuit, faire le congrès la nuit et apporter le résultat le lendemain. Nous étions le 25 février à 19h, 20h devant lui à la présidence. Et il recommande qu'on aille tenir des congrès la nuit et lui a amené le papier. Il rusait. Et puis, à partir de cet instant, j'ai vu que ce n'est pas la peine. On ne peut pas faire de cette comédie à la tête de l'État. L'État est sérieux. La République est sérieuse. La musulmane ne peut pas venir là. Et le 11 avril 2019, il dit devant les caméras de l'ORTB, il dit devant tout le monde, oui, j'assume la responsabilité d'organiser des élections exclusives le 28 avril. C'est le comble. Hein? Et après, le peuple rejette ces élections, chers amis. Pour la première fois, la Sénat, même tous qui sont manipulés ou non manipulés, personne n'est capable de dire que le score est un score respectable. La Sénat est autour de 20. La Cour constitutionnelle, malgré la dilution, l'élastique, a tiré, c'est 27. Alors qu'en réalité, c'est moins de 10%. Ah oui. Les deux réunis, c'est-à-dire les deux partis siamois réunis, moins de 10%. Vous savez, ce qui se passe, je suis sûr que Talon, son entourage, ne mesure pas la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Qu'un seul homme instigue deux partis politiques, deux formations politiques, lui seul, sachant pertinemment que c'est faux. Un homme ne peut pas être à la fois progressiste et républicain. Vous ne pouvez pas promouvoir une formation politique d'option idéologique, de profil politique et républicain, et promouvoir encore vous seul de type progressiste. Vous ne pouvez pas être capitaliste et communiste à la fois.